Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints virtuellement, comme on en a l'habitude maintenant, pour une super dégustation de vin d'Autriche avec un panel d'enfer que je vais vous présenter sous peu. Mais rapidement, juste quelques détails sur la plateforme qu'on utilise. On va parler de plein de choses. J'ai plein de questions à demander à notre panel, puis ils ont plein de choses à partager. Mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à participer. Vous devrez avoir un bouton chat là, qui vous permet de poser des questions. Sous le bouton Files, dans les dossiers, vous allez retrouver la liste des vins qu'on va déguster. Les prix, les noms des agents ou numéro SAQ devraient être là. Vous trouverez aussi un résumé, un tableau des millésimes qui couvre les 30 derniers millésimes, je pense, assez détaillé. Et s'il y en a parmi vous qui ne l'ont toujours pas, mais vous trouverez une copie de ça, Austrian Wine in Depth, qui est... on aime l'Autriche pour ses vins, mais moi, je l'aime aussi beaucoup, beaucoup pour sa rigueur, pour sa discipline. Et l'information qu'il y a sur le site des vins d'Autriche est absolument extraordinaire. Donc voilà, on saute dans le vif du sujet. J'ai avec moi aujourd'hui, je me suis amusée à l'appeler un panel de vieux et de jeunes. Environ, si tu me le permets, je te présente comme parmi le panel des, moi, je suis un vieil, ouais. Disons des sages. Okay? Donc, Véronique Dalle, directrice générale au Foxy, sommelière depuis toujours à Montréal que tout le monde connaît, qui a probablement formé plein de jeunes sommeliers d'aujourd'hui. Bienvenue Véro. Alain Bélanger. Dans l'équipe des vieux, oui. Des vieux. Probablement un des plus grands connaisseurs de l'Autriche au Québec, à mon avis. Mais quelqu'un qui s'intéresse à ce pays-là depuis très longtemps, qui le connaît vraiment sous toutes ses coutures. Vincent Laniel, Vincent Sulfite, qui représente les jeunes, encore pour un petit bout. Encore un petit bout. Vincent qui a été formé, mentoré, coaché par Émilie Campeau, qui est aussi devenue, je dirais peut-être le pendant d'Alain dans la génération des plus jeunes, avec une connaissance vraiment, un amour infini, une connaissance très approfondie de l'Autriche. Vincent suit dans ses pas, il est sommelier au Candide aussi, et chroniqueur, pour ne pas dire influenceur. Et Nicolas Da Fonseca, sommelier aussi de la gang des jeunes, qui est sommelier au 20-20-20. Et voilà. Donc, qui se spécialise toujours, je pense, donc, sur ce qu'on appelle la nordicité, donc beaucoup de vins de climat frais. Puis l'Autriche s'inscrit vraiment là-dedans, même si elle est peut-être à la limite. Entre le plus chaud et le plus frais. Bon, bref, on va plonger là-dedans. Rapidement, j'aimerais juste faire un tour de table puis voir avec vous qu'est-ce qui vous allume de l'Autriche. Seriez-vous capable de me décrire, si je vous demandais l'Autriche pour vous en un mot, c'est quoi? Vous pouvez après développer un petit peu, mais s'il y a une chose qui représente vraiment l'Autriche, qui vous vient à l'esprit, Véronique? Fraîcheur. Fraîcheur? La fraîcheur, oui. Ouais. Alain? Petite production, mais grande qualité. Hey. C'est vrai qu'on va remarquer un petit peu comme c'est en Bourgogne ou dans d'autres vignobles, hein, la grandeur des vignobles et des parcelles individuelles sont très petites. Hein, donc, un vignoble très morcelé avec beaucoup de vignerons. Donc, petit volume, petite taille, mais grande qualité. Ben, Nicolas? J'hésite entre histoire et agriculture, mais histoire, ça peut se prêter à tous les pays, donc je vais y aller avec agriculture. Je pense que, de mon côté, je trouve que c'est pour plein de raisons, mais c'est une terre d'agriculteurs de qualité, puis voilà. OK. Donc, ce qui t'attire en grande partie du pays ou en partie, c'est les méthodes agricoles? Ben, c'était ma façon de résumer en un mot, parce que c'est ce qui m'attire en partie dans beaucoup de pays, de régions et de producteurs de vin.
Mais je pense que l'histoire a placé l'Autriche dans une belle situation pour donner de la liberté à ses producteurs, puis leur donner aussi un soutien, un peu dans ce thème-là. Okay. Une grande rigueur aussi. L'histoire a amené énormément de rigueur, ce qui fait que les vins ont la qualité qu'ils ont maintenant. Oui, la rigueur, je pense que c'est quelque chose qui va probablement revenir souvent aussi dans nos échanges. Et Vincent, pour terminer, si tu devais décrire l'Autriche en un mot. J'ai pensé ce matin, puis j'en suis venu à caractère. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'artisans en Autriche qui font des vins typés, des vins vraiment qui ne nous laissent pas indifférents. Puis il y a une haute concentration de ces gens-là. On en retrouve un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais vraiment, cette notion-là, je pensais à Christoph Heiss dans le Kemptal, à Matthias Warnung aussi. Je pensais à Van Steiermark, Strohmayer, Sept Muster. C'est des vins qui m'ont marqué. Et qui, je me dis, vraiment, on comprend le souci de qualité qui est partagé par vraiment beaucoup de gens qui travaillent en Autriche. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce... Mais comme disait, un mélange de l'histoire et de la rigueur qui fait qu'on est toujours ouvert à expérimenter puis à essayer. Et donc, en effet, beaucoup de ce qui se passe au niveau des nouvelles méthodes viticoles ou agricoles, mais en fait, c'est le retour à des plus vieilles. C'est très, très, très développé en Autriche. Puis c'est intéressant, puis c'est pas juste des vieux hippies, c'est pas juste il y a vraiment, même dans l'institutionnel, même dans le plus conventionnel, il y a cette recherche-là, il y a cette ouverture-là, il y a cette volonté de toujours aller de l'avant avec une grande ouverture d'esprit, combinée à beaucoup de rigueur. Donc, oui, il y a vraiment une réflexion profonde sur la production des vins. Ayant rencontré Strohmayer l'année passée, tu sens que ça vient de loin. Là. C'est vraiment, que ce soit dans le plus traditionnel ou dans le plus, les genres un petit peu plus bio, puis tout ça, biodynamique, dont certains, vous allez certainement parler de ça. Il y a vraiment une réflexion profonde là, sur les vins de ces régions-là. Moi, j'adore. On ne fait pas les choses parce que c'est une mode. Non, c'est ça. Mais avec une réelle réflexion derrière. En effet. Pardon, Vincent? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au prix. J'ai vécu des émotions extraordinaires avec des vins autrichiens à des prix quand même encore compétitifs. Tu sais, des vins dans des line-ups de plein de régions, des grandes régions de la Bourgogne, la Champagne. Puis tu arrives genre à une bouteille de Sept Muster que tu as acheté un caviste à 35-40 €. Puis tout le monde fait comme c'était la meilleure bouteille de la journée. C'était comme wow. Puis ça, pour moi, ça m'a marqué sur beaucoup de vins autrichiens. Rapidement, peut-être juste un petit replacer l'Autriche pour tout le monde. Hein? Je pense que tout le monde sait où c'est, plus ou moins. Hein? Donc, en Europe centrale, avec la République tchèque, la Slovaquie au nord, la Slovaquie, la Hongrie à l'est, la Hongrie, l'Italie, donc vraiment au centre, et avec un climat très, très, très particulier. Déjà, vous voyez, hein, tout est concentré dans les vignobles de l'Est, de l'Ouest, pardon, de l'Est. De l'Est. À l'Ouest. L'autre Est. Non, à l'Ouest, hein, c'est les Alpes, c'est le ski. Et en fait, les Alpes parcourent presque tout, hein, le cœur du pays, là, comme, mais ça s'en va. Disons que le wine country, les vignobles commencent vraiment là où les Alpes arrêtent et où on commence à sentir l'influence de la plaine pannonienne. Et tout donc, à fait. Tous les vignobles sont concentrés à l'est, je vais le dire. C'est relativement petit. Hein? On parle de la totalité des vignobles autrichiens. On est autour de 46 000 hectares. Bordeaux, c'est 120. Hein? Ça ressemble peut-être plus à la Bourgogne. Encore une fois, la Bourgogne fait à peu près 30 000. Vous rajoutez le Beaujolais à 15 000. On se rapproche de la Bourgogne. Donc, 46 000 hectares en tout. Hein? C'est moins que la moitié de l'Allemagne, qui est déjà pas énorme en surface viticole. Et donc, les influences climatiques, on a vraiment l'influence de la plaine pannonienne en Hongrie, hein, qui arrive de l'Est, je vais mélanger Est et Ouest tout le long, donc qui amène vraiment beaucoup de chaleur, un temps chaud et sec, et puis ça rentre vraiment là, donc tout le long de la vallée du Danube. Vous avez l'influence de la plaine pannonienne. Vous avez du nord de l'air plus froid qui vient.
de l'Ouest, ben là, c'est la fin de l'influence atlantique. Et puis, bien évidemment, l'influence des Alpes, hein, l'air frais qui vient des Alpes. Il y a vraiment une combinaison de concentration et de fraîcheur qui, pour moi, est assez unique à l'Autriche. Justement, ce climat très chaud, hein, si on va justement dans les terroirs du Danube, l'influence pannonienne emmène beaucoup de chaleur, un temps très sec, donc on arrive à des maturités assez élevées. Mais par contre, les nuits sont rafraîchies par le Danube, par l'air froid qui vient du nord ou l'air froid qui vient des Alpes, ce qui fait qu'il y a des grandes différences de température jour-nuit. Ça permet de garder les acidités et surtout d'allonger la saison. Des vendanges jusqu'en octobre, novembre, c'est pas quelque chose de rare. Et cette longue saison-là, pour moi, a beaucoup, beaucoup à voir justement dans le fait qu'on a des vins qui ont une telle concentration, mais qui en même temps, ils font preuve d'élégance, de fraîcheur, de grâce. Donc, c'est puissant, mais en même temps, c'est gracieux. C'est vraiment très particulier à l'Autriche. Les cépages... non, je pense que tout le monde connaît un Grüner Veltliner qui est vraiment le cépage emblématique de l'Autriche, quoique plusieurs autres cépages indigènes. Les blancs représentent 2/3 de l'encépagement. C'est une grosse augmentation des rouges, hein, seulement 1/3, mais ça a presque doublé dans les 20 dernières années. C'est un peu la même chose qu'on voit comme on a observé en Allemagne. Il y a une quarantaine de cépages qui sont autorisés pour les qualités du vin, hein, donc les vins avec désignation géographique. On va surtout se préoccuper de ces vins-là. 26 blancs et 14 rouges, encore une fois. Donc, en blanc, Grüner Veltliner, je veux dire, c'est vraiment une grosse partie de l'encépagement. Les autres cépages qui suivent derrière sont beaucoup moindres, mais des très bons Riesling, évidemment, mais des trucs vraiment cool comme on en voit moins souvent, mais le Neuburger, qui est aussi un cépage indigène, le Rote Veltliner dans la région de Carnuntum, le Rotgipfel, le Tirfandle. Donc, en rouge, Zweigelt, qui détient la palme pour la plus grande cultivation, Blaufränkisch, Saint-Laurent, mais et des cépages internationaux aussi, mais desquels on se préoccupera peu. Je préfère bien mieux goûter un Wildbacher de Styrie qu'un Cabernet Sauvignon autrichien. Donc voilà. Les appellations, ça a beaucoup changé. Hein? Les DAC ont été introduites. 2005. C'était 2002. 2002. Je me rappelle que c'était Weinviertel le premier, puis on s'était tous dit, mais c'est comme qui n'est pas reconnu nécessairement comme la région la plus qualitative ou celle qu'on met de l'avant, comme Wachau ou Kremstal ou Kamptal ou Burgenland. Donc, on n'y croyait peut-être pas tous au début. Mais voilà, je veux dire, Wachau, qui était la région qui voulait vraiment pas rien, qui voulait rien savoir au début, viennent de s'y joindre aussi. Je pense qu'on est rendu à 15. Donc, il en reste 2, là. Il en reste 2, c'est ça, pour couvrir les 17 au total. Et beaucoup d'entre elles adoptent le modèle un peu basé sur les AOC, ou en tout cas un modèle bourguignon de vin régional, vin de village et puis vin de lieu-dit. Hein? Donc, Gebietsweine, les vins régionaux, Ortsweine, les vins de village, et puis Riedweine. C'est un mot à connaître en autrichien si vous ne le connaissez pas. Ried, R-I-E-D, qui veut dire lieu-dit. Donc, single vineyard. On va peut-être commencer avec la région de la Basse-Autriche en général, hein, donc qui essentiellement les vignobles qui longent le Danube avec ses différentes vallées, hein, donc la vallée de Kamptal, Treisental, et puis la Wachau. C'est la plus grande région d'Autriche, Niederösterreich. On n'a pas parlé des sols, mais on en parlera peut-être spécifiquement dans chaque région. Hein. Évidemment, s'il y a un type de sol qu'on associe beaucoup avec l'Autriche, c'est les Leuss. Le calcaire, dont on parle souvent dans beaucoup de régions viticoles, c'est quelque chose qui est très peu présent en Autriche. Donc là aussi, on a vraiment non seulement ce climat très particulier, mais ces sols qui font qu'il y a vraiment beaucoup d'unicité
de singularité aux conditions autrichiennes qui permettent de faire des vins qui sont tout aussi singuliers. Hein. Je ne sais plus qui avait mentionné caractère, comme je pensais Vincent. Je trouve que c'est des vins qui ont une réelle identité. Très souvent, quand et il n'y a pas beaucoup de pays où ça fait ça, mais quand je mets le nez dans un verre de vin autrichien sans savoir ce que c'est, mais avant de sentir le Gruner ou le Riesling ou autre chose, je trouve que ça sent l'Autriche. Donc, c'est ça, il y a une identité très forte. On a la chance de faire des monocépages aussi dans ce point-là. Hein. C'est ce qui fait qu'on est capable de distinguer autant les variantes au niveau des terroirs. C'est beaucoup, beaucoup des monocépages. C'est vrai, en effet. Hein? Donc, dans ces vallées-là, Kremstal, Kamtal et Wachau, d'ailleurs, où la DAC est basée sur Gruner et Riesling seulement. Alors qu'en effet, il y a une grande tradition de co-fermentation, même de co-plantation en Autriche, hein? Les fameux Gemischte Satz de la région de Vienne. Mais je vais commencer avec le Gruner. Je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui ont quelque chose à dire à propos du Gruner, si ça vient vous chercher d'une façon particulière. C'est un cépage, je commençais en disant, c'est un cépage qui est vraiment autrichien. Hein? C'est un assemblage de savagnin, hein, donc traminaire, et d'une vigne qui était, c'est tout récemment qu'on a découvert sa parenté, parce que c'était issu, un des parents d'une vigne inconnue qui a été découverte dans le Leitaberg, hein, donc dans la grande région du Burgenland, et on lui a tout simplement donné le nom du village d'où ça vient, je ne sais pas comment le dire en allemand, Saint-Georgen, Saint-Georges. Saint-Georges, oui. Saint-Georges. Donc, le Gruner, c'est un croisement de cette vigne-là, Saint-Georges, qu'on est en train de reproduire, hein, et de propager. On devrait pouvoir en goûter les premiers vins bientôt, à très, très, très petite échelle. C'est vraiment expérimental. Mais donc, Saint-Georges est traminaire. Naturellement, dans la nature que ça s'est fait, ça, au fil d'évolution naturelle des choses. Exactement. Hein? Donc, un croisement, c'est ça, naturel et on ne peut plus autrichien. C'est devenu le cépage le plus planté. Hein? Je disais, c'est 2/3 des blancs, mais c'est 1/3 du vignoble au complet, rouge et blanc. Ça a été beaucoup, beaucoup propagé dans les années 50 avec les nouveaux systèmes de taille, hein, mis de l'avant par Lenz Moser, des cultures hautes. Et le Gruner, peut-être, il y a beaucoup de similarités avec le Riesling, peut-être très productif. Donc, les modes de taille sont hyper importants. Mais il est devenu très planté parce que justement, il était très productif. Puis avec ce mode de taille-là, ça permettait de faire des volumes importants. Donc, à une époque, on faisait peut-être plus de vins de qualité plus ordinaire. Mais comme le Riesling, il est capable d'atteindre des rendements élevés en gardant une bonne acidité. Mais définitivement, ces versions les plus grandioses, là, ces plus belles expressions, c'est quand dans des vignobles où les rendements sont très, très, très limités. Hein? Des commentaires sur le Gruner? En général, comme cépage, ou même ce vin-là. Donc, je vous dis, on va goûter le premier vin qui le Hubert. Oui, le Hubert. Donc, dans la région de Treizental, qui est peut-être un peu moins connue que celle de Kremstal et Kamtal, ou même de Wachau, et pourtant qui produit des vins tout aussi bons. Et il y a un caractère très, très, très particulier au Treizental. Je vous disais au début qu'il y a très peu de calcaire en Autriche. Treizental, c'est probablement là où on en trouve le plus et ça donne vraiment une définition particulière au vin. Hein. Treizental, c'est aussi, je vais arrêter là, mais je vais laisser les autres commenter le vin. Je vais juste vous montrer que des 3 vallées dont on parle, j'arrive pas à zoomer plus, là, mais donc Treizental est ici. Les autres vallées, Kamtal, Kremstal, sont sur la rive gauche, hein, donc au nord du Danube. Treizental est au sud et en fait, la Treisen, la rivière qui coule dans Treizental, prend sa source dans les Alpes. Donc, vous avez ces sols calcaires avec beaucoup plus de calcaire qu'on trouve ailleurs, même s'il y a aussi des leuses, des sols alluvionaux et tout. Mais ces sols calcaires viennent justement de l'érosion au fil des ans des Alpes portée par la Treisen. Et donc, entre l'air froid qui vient des Alpes et ces terroirs à forte proportion de calcaire, on a un caractère vraiment particulier pour les Gruner et les Riesling aussi de Treizental. Celui-ci, le premier,
pas le plus exubérant de Gruner, mais justement, on sent peut-être l'impact du terroir. Je ne sais pas pour cette parcelle de vigne-là, mais on est vraiment avec un peu plus d'acidité, un peu plus de tension. On sent que c'est une forme de légèreté de Gruner Veltliner, mais avec les parfums typiques un peu, justement, cresson, un peu de chlorophylle du Gruner. Vraiment. A dit le bon mot, Alain, la tension. Et c'est vraiment, je parle souvent avec mes mains du vin, mais le Gruner qui peut être vraiment très large, hein, très détendu, et en particulier dans les sols de l'Eus. Hein. Ici, sur le calcaire, il est beaucoup plus comme ça. Hein, il est beaucoup plus marqué par la tension que par l'amplitude. Oui. On a quand même un peu les amers phénolés qu'on a. C'est un cépage qui développe presque toujours ces beaux amers phénolés-là, qui, à mon avis, dans les accords mets et vins, devient très important. On a quand même un peu en fin de bouche, malgré la tension, parce que les amers, on va les trouver plus justement dans les Gruner plus opulents, les Smaragd Lavacar ou les Herzlager de terroir plus leuil, justement, ou plus puissant. On a quand même cette belle amertume en finale là, que j'aime beaucoup. Oui. Vincent? Ben justement, les amers, je les trouve vraiment plus dans la cuvée de Mackendale. Ouais, je trouve intéressant ces deux variations-là de Gruner, où est-ce qu'on en a une qui est vraiment plus sur la tension, alors qu'on arrive sur Mackendale qui est comme appelle la table à merveille. J'imaginais tout de suite avec la nourriture, justement dans le côté chlorophylle, les légumes grillés, on est l'été, tu sais, jouer sur le barbecue, aller bien toaster des légumes avec ce genre d'amertume phénolique. Je pense que c'est vraiment cool. Le deuxième vin qu'on goûte, pour que vous sachiez tous de quoi on parle, c'est de la Wachau de Mackendale. Je vais être sûre que j'ai la bonne. Voilà. Donc, c'est le vignoble de Kolmutz. J'essaie d'enlever la capsule à vis, puis il n'y en a pas. Donc là, Wachau, on est vraiment, et ça, c'est le vignoble de Kolmutz qu'on voit là. Le Ried. Oui, le Ried de Kolmutz. Très mélangeant parce qu'il y a Kolmitz et Kolmutz. Tout à fait. Et dans le même village. C'est bon. Pardon? Oui, je t'interromps. C'est bon de signaler qu'obligatoirement, sur l'étiquette des vins autrichiens, la mention Ried est obligatoire. Comme ça, il n'y a plus de mélange, si on peut dire, entre des marques, comme le premier de Hubert, c'est Obersteigen, mais c'est pas un Ried parce que c'est pas indiqué. Donc là, on sait vraiment que c'est une notion de lieu-dit, comme un climat bourguignon. Et ça, je trouve ça excellent comme rigueur. Dans la loi, ils sont obligés de le mentionner sur toutes les étiquettes. Le DAC maintenant. aussi, oui, c'est ça. Ouais. On reconnaît le prof et le sommelier parce qu'en effet, si on compare avec l'Allemagne, c'est très, très, très mélangeant quand on ne connaît pas. Puis il y a des centaines, voire des milliers de lieux-dits. Si vous ne savez pas que c'est un lieu-dit, que c'est un cru classé ou un lieu-dit classé, vous ne le savez pas. Alors que l'Autriche le met très clairement, comme dit, ça va dire Ried, suivi du nom du Ried. Donc, vous n'allez pas vous demander si c'est le nom du village ou le nom d'une marque ou le nom du vigneron. Si ça dit Ried, c'est le nom du vignoble. Tout à fait. Très bon point. Donc, le deuxième vin, déjà même à la couleur, hein, donc on passe dans le Wachau, donc on était avec le Gruner de Hubert sur un vin très tendu qui pour moi était plus sur les agrumes. Il y avait quand même ce côté un peu poivré, un peu épicé, hein, mais vraiment fumé aussi. Attention. Et là, malgré la façon dont travaille Mackendale, hein, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher des surmaturations ou pas travailler avec le botrytis, ça reste quand même très, mais on sent qu'il y a une amplitude, hein? Il y a une autre dimension à ce vin-là comparé à celui du Traisental. Là, évidemment, dans la vallée de la Wachau, on est sur des terrasses très, très, très abruptes. Un lieu absolument magnifique. C'est difficile de... C'est relativement petit. C'est à peu près... Traisental, c'est tout petit. C'est 800 hectares. La Wachau, c'est plus près de 1300. C'est difficile de généraliser. Il y a en général des sols, des roches métamorphiques altérées, le plus en hauteur, hein, des gneiss surtout. Puis plus on descend, plus vous allez avoir des sols un peu plus alluvionaux, un peu plus sablonneux. Des Leus. Pardon? Des Leus, oui.
Souvent sur la roche, on va cultiver le Riesling et dans des sols avec des plus grandes proportions de l'os, les Gruner. Mais il y a tellement de petites vallées, il y a tellement juste l'exposition de votre vignoble ou son altitude, hein, parce qu'on varie entre 200 et 450 mètres. Là. La différence en altitude fait une différence énorme sur la température, sur l'humidité. Donc, beaucoup on parlait tout à l'heure à quel point c'est morcelé. Alain, tu disais c'est tout petit, mais la Wachau, c'est vraiment comme ça. Ce qui est intéressant de mentionner sur les deux différences, c'est que le premier a un degré d'alcool plus important que le second, puis on a beaucoup plus de tension minérale, beaucoup plus c'est plus filiforme. Le premier est comme vraiment plus tendu que le deuxième. C'est surprenant là, parce que le deuxième, j'aurais dit 13 degrés, j'aurais donné un petit peu plus de richesse. Là. C'est un Federspiel aussi, donc c'est toujours un peu plus léger là, quand on rentre dans la hiérarchie de maturité des vins de la Wachau. C'est comme le milieu Federspiel, donc on passe rarement 12,5% d'alcool. Wow. Et on est tous les deux sur le 2018, un millésime hyper chaud. Donc, c'est là qu'on voit aussi, ça c'est de la bonne viticulture, des gens partant, mais c'est une année très difficile où les Federspiel goûtent comme des smaragdes, puis beaucoup de richesse dans les vins, puis des acidités qui parfois, là ici, rien du tout, les deux vins gardent la même fraîcheur, cette combinaison. Puis le mentionner l'alcool, Véro, moi je trouve ça tellement, pour moi c'est un autre trait distinctif de l'Autriche, d'avoir des vins qui ont tellement de présence, tellement de caractère, avec des taux d'alcool très, très raisonnables. Même si, hein, dans la Wachau, des Gruner, un smaragde, ça peut atteindre 14,5 sans problème. Alors, moi, j'ai déjà... J'aimerais ça qu'on... Oui, je voulais ajouter une chose. C'est deux Gruner secs aussi. On sait que la mention trocune, ça peut aller jusqu'à 9 grammes dans tout ce qui est les pays germaniques, mais c'est la loi de l'Union européenne même maintenant. Mais ces deux-là sont parfaitement secs. Là. On est à 2-3 grammes maximum de sucre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, les Gruner vont toujours garder une certaine rondeur, 4, 5, 6 et même 7 grammes de sucre. Et à ce gras, ça rajoute justement un peu de sucrosité, tout ça. Là, ils sont tous les deux parfaitement secs. Juste une question. Dans cette région-là, est-ce qu'on fait... historiquement, on faisait pas mal de vins plus liquoreux. Là, est-ce qu'on contrebalance avec des vins secs plus ou est-ce qu'on va avoir... C'est quoi la proportion de production de vins secs? Ben, si je peux répondre, je ne le sais pas pour la Wachau, historiquement. Pour l'Autriche, on est à plus de 90% en trocune maintenant. La plupart des vins liquoreux vont principalement venir du Burgenland. OK. Sur les bords du lac Nercy, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bon. Mais la Wachau, traditionnellement, on faisait plus sec, je pense. Depuis au moins 25 ans, je m'intéresse aux vins autrichiens. Ça a toujours été une région qui se targuait de travailler plus en vin sec. En général, hein, on a des vins qui sont en effet dans le spectre du vin sec. Hein. Quand Alain parlait de sucre, c'est des 4, 5, 6, 7, 8 grammes. Hein, on n'est pas sur... puis important à noter, donc la Wachau qui vient de passer en DAC en 2020 conserve quand même, et avec le principe là, du vin de village, vin régional, vin de village et vin de single vineyard, de lieu-dit, il conserve aussi les classifications de Vinea Wachau. Hein, donc, le Steinfeder, Federspiel, Smaragd. Donc, les deux continuent à coexister. On va continuer, on pourra toujours revenir. Puis, comme dit... Oui, Vincent? Ben, il y avait une question de Clairiane qui peut-être peut être intéressante à répondre, puis peut-être qu'Alain a la réponse. Donc, il disait, pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont les vignes sont plantées dans la pente de Wachau? Riesling versus Gruner et peut-être les raisons. Si je me souviens bien, les Riesling en haute pente est perpendiculaire à la rivière et le Gruner en bas est parallèlement. Oui, assez souvent, tout à fait. Je pense, Véro aussi, tu en as parlé. Les Riesling, c'est aussi une question de terroir. Les Primary Rock, qu'ils appellent, donc les terroirs métamorphiques assez anciens, conviennent excessivement bien au Riesling. Il y a des Gruner plantés sur ces terroirs-là aussi. Ça fait généralement des Gruner plus en tension, plus en élégance, avec plus de finesse. Et les terroirs un peu plus bas, plus proche du Danube, plus alluvionnaire, là où on trouve les limons, les leuses et tout ça, conviennent mieux au Gruner, qui lui s'exprime beaucoup mieux que le Riesling dans ces terroirs-là aussi.
Il y a 2 rives sur le Vacar. Le Vacar a des vignobles sur les 2 rives. Bon, les meilleurs sont sur je ne sais pas si c'est la rive droite ou tout ça, mais sur le même bord que Kemptol et Kremstal. C'est là qu'on a les meilleurs terroirs sur la Vacar. Mais en général, pour la perpendicularité des vignes, c'est aussi une question d'agriculture. Lorsqu'on est en forte pente, on est obligé de planter dans le sens contraire de la pente. Là. Comme en terrasse. C'est des vignobles tout en terrasse pour la plupart des vignes. Là. Je ne sais pas si je réponds bien, Ariane, pour ça. Là. Mais je pense que pour résumer, c'est vrai, c'est beaucoup une question de sol, hein, d'adaptation du cépage au sol. Et les terrasses, ça vaut la peine, hein, ça aussi, je veux dire, on parle d'Amachau, mais on en retrouve dans le Traisental, dans beaucoup de régions le long du Danube. Et c'est, encore une fois, c'est les moines qui ont fait ça, hein, ça remonte au Moyen-Âge, à partir des années 800 à peu près, qu'on a commencé, parce que c'est un travail que, soyons réalistes, là, personne ne ferait aujourd'hui. Des terroirs comme ça, le coût de les développer, de les exploiter, les moines avaient le temps, la patience. Travail de moine. C'est ça. Mais là, évidemment, on a parlé de Grüner, cépage emblématique, évidemment, de l'Autriche, c'est un cépage autochtone, mais le deuxième blanc dont on parle probablement le plus, c'est le Riesling. Et il y a des magnifiques terroirs à Riesling et ils sont très cool parce que c'est pas du Riesling allemand, c'est pas du Riesling alsacien, c'est pas du Riesling de la péninsule du Niagara. On va mentionner les nôtres aussi. C'est vraiment, encore une fois, ça a une identité très autrichienne. C'est le Malinga. Oui, bonjour. Nicolas. Oui. Je vais montrer la photo de la bouteille. Voilà. Donc, le Riesling de Malinga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est drôle parce qu'en dégustant avant qu'on commence, Alain, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que ça n'était pas très typé de Riesling nécessairement. Puis je sais qu'on s'attend à ce qu'un Riesling, autrichien soit souvent peut-être plus rond, avec un peu plus de corps que les cousins de la Moselle, mais un peu plus snappy que d'Alsace, selon ce qu'on apprend. Et après, pour être honnête avec vous, je vis dans un univers qui est complètement déconnecté. Ma réalité est assez spéciale parce que je ne sais plus qu'est-ce que ça goûte du Riesling, honnêtement. On en a tellement avec un peu de macération, pas de macération. Je pense que j'essaie de repenser dans ma tête la dernière année. J'en ai vendu plus de Riesling avec un contact avec les pots que de Riesling pressé directement dans la cuve. Alors, c'est comme un peu si j'étais en train de me refaire une idée sur une réalité qui est propre à moi. Je sais que c'est une très petite portion du marché. Je pense qu'il y a 15% du vignoble autrichien qui est en bio et encore moins tout ça qui est dans le vin nature. Pour mettre les gens en contexte, le vin 2020, c'est très dans l'agriculture bio et vin nature. Je pense qu'à Montréal, on a cette tendance d'aimer beaucoup ce genre de vin-là. Après, je sais que l'Autriche, c'est beaucoup plus que ça. Mais je vais l'approcher un peu de mon point de vue, de ma réalité, parce que j'ai quand même une clientèle qui est en grande majorité des jeunes de 25 à 35 ans et qui s'intéressent beaucoup à ce genre de vin-là. Je pense que c'est un peu pertinent de l'apporter de mon point de vue aussi. Donc, Malinga, sur la photo, on voyait le vignoble de Liegenstein, qui est dans le village de Zobing, si je prononce correctement. Christoph Heiss, lui, est à environ 10 km de là, dans le Engabrunn, qui est un autre petit village du Kamptal, le Kamptal qui est traversé par la rivière Kamp, qui va se déverser dans le Danube. Encore une fois, beaucoup d'influences, comme Véronique, tu le mentionnais plus tôt, entre les jours qui sont très chauds, les nuits un peu plus fraîches, et ça va apporter de la belle fraîcheur au vin. Pour le mettre dans les mots de Christoph Heiss, qui est le jeune vigneron qui produit la série de vins Malinga, le vignoble a été fondé par son grand-père, puis il m'expliquait que 2018, c'est son premier Riesling, et que c'était, utiliser ces mots, insane, avec beaucoup de points d'exclamation comme millésime, parce qu'il fait très chaud.
Son grand-père qui a fait du vin dans les 70 dernières années, lui mentionnait que c'était la première fois qu'il récoltait des Riesling en août. Donc, on commençait la récolte en août, terminée à la mi-septembre. Excuse-moi, j'ai appelé Christophe. Nicolas. 2018, si je ne me trompe pas, c'est l'année la plus chaude on record. Ouais, les vendanges les plus tôt jamais vues. Donc, c'est pas mal à travers le pays. Oui, puis je pense qu'en France aussi, à travers l'Europe, ça a été très, très solaire. Et cette année, on s'enligne pour des vendanges assez précoces aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Réchauffement planétaire. Oui, c'est ça. Donc, travaille en agriculture biologique, biodynamique, repris le vignoble de son père. Puis c'est à travers des stages chez Craig Hawkins et Tom Loeb, entre autres, que Christophe Heiss a découvert un peu ce genre d'agriculture, le type de vinification. Puis, je trouvais ça intéressant, les 2 Gruner qu'on vient de déguster, parce que je trouve que c'était des belles expressions d'un terroir spécifique. On parlait des Leuss, qui sont très populaires en Autriche. Puis après ça, le Treisental, qui est un peu de sol calcaire. Puis je pense que quand on goûte ces vins-là, on reconnaît un peu aussi le côté peut-être plus calcaire chez Hubert. Puis on en a parlé vite, mais je trouvais ça intéressant de les mettre vis-à-vis. Puis, quand on arrive au Riesling de Malinga, je trouve qu'il y a cette caractéristique très leusse, les argiles sablonneux qui sont des sols avec une bonne rétention d'eau et qui donnent souvent ce genre de vin-là. Et ben c'est ça, moi c'est un producteur que j'aime beaucoup, c'est des vins que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est par rapport à ce que j'ai appris des Riesling, c'est vrai que ça ressemble pas à très, très cadré à un Riesling de ce qu'on classe comme typique. Par contre, je trouve que c'est une belle expression d'un endroit, d'un terroir, dans le sens où justement on sent la connexion avec le sol d'où il vient. Les arômes sont un peu plus mélangés que bien séparés, les honeysuckle, les fruits à noyaux, les poires asiatiques que j'ai souvent. On n'a pas le côté pétrolé, mais souvent on l'a beaucoup moins en Autriche que ailleurs dans le monde. Après, dépend du vin, dépend du terroir, dépend du vigneron. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je le voyais. Puis après, Mais c'est super intéressant parce que Vincent parlait tout à l'heure, on a tous, en le goûtant, on a tous un peu dit, OK, il n'y a pas le côté variétal du Riesling. On s'entend-tu que, moi, je me rappellerai toujours, je ne sais plus c'est un vigneron qui m'avait déjà dit, si ça sent le variétal, c'est un échec. C'est pas on veut, comme tu disais si bien, Nicolas, c'est une expression du lieu beaucoup plus que. Mais j'ai quand même trouvé, c'est drôle, dans mes notes, avant qu'on s'en parle, j'avais marqué super né. Déjà, moi, ce qui m'épate, c'est la couleur qui est très, assez dorée. Donc, on s'imagine quelque chose de peut-être plus mûr, mais ça fait 11,5. Donc, encore une fois, une espèce de dichotomie entre des climats chauds, on arrive à aller chercher une plénitude, mettons, plus que du degré alcoolique. Parce que justement, les nuits fraîches permettent d'allonger les saisons. Mais moi, je devais noter que ça sentait les herbes et les fleurs blanches. Puis Alain, quand il est arrivé, ça sent la camomille. On s'en va dans. Non, la camomille, pour moi, c'était Gruner. Ouais. C'est dans le Gruner, OK, excuse-moi. Pour moi, la camomille est un arôme très typique des Gruner de la Bacard. Ouais, de la Bacard, principalement. Mais toi, il y a un côté, quand on dit que c'est pas typique, c'est quand même agrume, mais je trouve un côté agrume, encore une fois, plus sucré. C'est plus orange que citron. La fleur d'oranger, précisément, oui. C'est aussi une façon de vinifier qui a été un peu aléatoire, dans le sens où Christophe, c'est sa première fois. Il a fait un Riesling en macération, la cuvée qu'il a commencé à récolter en août. Il l'a laissé macérer 10 jours avec les pots, a vidé sa cuve, il a racké et il a versé ses presses de sa deuxième récolte de son cru de Riesling dans les cuves avec les mares qui avaient déjà des Riesling précédents. Donc, ça va donner un espèce de 15% du vin qui a une certaine macération. Je pense que c'est là aussi qui va apporter cette espèce de grip qu'on a au niveau de la texture du vin. Si on parlait de bouffe, quoi manger avec ça, j'ai plein d'affaires. Mais en ce moment, ça donne faim. Oui, ça donne faim. Ça fait la table un peu, justement. Il y a une petite salinité en finale. Ben,
Si je peux me permettre, Nicolas nous a fait faire l'exercice de peut-être tenter des variations de température sur cette cuvée-là. Moi, j'ai pas fait la température pièce. J'ai genre un 13, 14, 15 degrés, puis l'autre qui est température cellier blanc. Et vraiment, c'est fou comment l'expression plus froide fait ressortir l'acidité, appelle l'apéro, la soif. Mais réchauffé, là, on atteint plus d'amplitude en bouche qui, justement, appelle plutôt que la table. Donc, c'est assez intéressant. Merci, Nicolas, de nous avoir forcé à faire l'exercice. Mais au niveau aromatique, ça le change diamétralement. Là. Il y a vraiment une grosse différence. On est plus sur des arômes, c'est plus végétal à température pièce, un peu plus grain. Là, je pense que c'est Alain qui disait ça. Un peu céréal, oui. Plus céréal, puis à température rafraîchie, tu as des arômes pratiquement de fruits tropicales, là, très floral, un peu litchi. Ben, très léger, là, mais vraiment très, très agréable. Moi, je trouve que ce vin-là s'améliore aussi à l'aération, ce qui n'est pas souvent le cas et peu souvent le cas de certains vins peu protégés par le SO2, ce qui est le cas de celui-ci, dans la mentalité nature. Celui-ci, au contraire, il évolue super bien dans le vin. C'est bien maîtrisé, hein, je trouve que c'est vraiment, il n'y a pas de volatile, c'est vraiment bien placé, c'est un très, très joli vin, moi, ça me plaît. Rigueur. La rigueur autrichienne, voilà. Puis, pour les températures, juste mettre les gens en contexte, qu'on a fait des tests sur le vin avec des températures différentes, un qui était plus froid, un qui était plus chaud, pour voir un peu comment elle allait se comporter, parce qu'on trouvait tous justement que température plus élevée, ça apportait différentes dimensions. Mais tous les vins, je pense, évoluent puis se gardent très bien. Ce qui est génial, c'est que pour des restaurants, pour des programmes au verre, ça, c'est génial. C'est d'enfer. C'est des vins qui ont un caractère glou de par leur faible taux d'alcool, qui ont une complexité, un prix intéressant, comme le disait Vincent plus tôt, et qui beaucoup gagnent à l'ouverture. Hein, le Machandel aussi était un tout petit peu réduit. Sur le Malinga, les deux bénéficient d'aération. On va passer au rouge parce que le temps passe. On aurait dû prévoir 3 ans. On aurait dû prévoir un voyage, tout le monde ensemble, en Australie. Vivinum devait avoir lieu cette année. C'est remis à 2021. Fait que rendez-vous tout le monde en Autriche, Vivinum 2021. Alain, tu peux peut-être nous emmener avec le rouge, oui, absolument. Donc, je ne sais pas si tout le monde le voit ici. Oui. Donc, j'ai sélectionné du Burgenland. Donc, le Piti de Gérard et Birgit Pittenoer sont des producteurs qui travaillent dans l'esprit un peu nature, donc très peu interventionniste, mais c'est toujours bien cadré. Travaille en biodynamie. Gérard Pittenoer est tombé très jeune dans la marmite. Dès l'âge de 18 ans, il est en charge des vinifications. Je pense suite un décès dans la famille, mais ça, c'est à vérifier, je ne suis pas certain. Bref, c'est un couple que j'ai rencontré à deux, trois reprises. Ils sont charmants et les vins aussi sont relativement charmants. Le Piti, c'est une large distribution au Québec d'un rapport qualité-prix. Parce que souvent, les vins d'Autriche sont quand même d'un prix moyen relativement élevé, mais on peut voir aujourd'hui qu'avec notre dégustation, on peut trouver d'excellents vins à des super rapports qualité-prix. C'est un assemblage de 50% de Zweigelt. Je vais vous en parler un peu du Zweigelt. Certaines fiches techniques chez Raisin vont dire 50% de Blanc-Frankisch également, mais ce que me dit Jean-Philippe, maintenant, c'est 40% Blanc-Frankisch et 10% Merlot. Il y a un peu de cépage international, mais ça reste que c'est 90% des cépages indigènes. Le Zweigelt, c'est un croisement humain, c'est-à-dire fait par l'homme. Hein? C'est Fritz Zweigelt qui l'a fait dans les années 20. C'est un croisement de Saint-Laurent par Blanc-Frankisch, donc Saint-Laurent et Blanc-Frankisch. Donc un métis, finalement, un croisement de 2 vitis vinifera. Et qui est, comme le mentionnait Véronique au départ, c'est le cépage rouge le plus planté d'Autriche. Moi, j'avoue que mon préféré, c'est le Blanc-Frankisch. Mais le Zweigelt a la cote parce qu'on peut faire beaucoup de styles de vin avec le Zweigelt. Comme celui-ci, frais, fruité, soupe, gourmand, goulayant, facile à boire. Alain, ou même... on boit les Zweigelt en attendant les Blanc-Frankisch. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Je vais laisser le Blanc-Frankisch à Véro, parce qu'on en a un après. Donc, le Zweigelt, on peut aussi produire des vins plus denses, plus puissants, plus charnus, plus boisés.
L'Autriche, dans les années 90, avait plutôt tendance, au début des années 2000, à produire des rouges de Zweigelt dans ce style-là. Depuis, je dirais, les 10-15 dernières années, on fait des vins de plus en plus frais, plus en plus souples, goulayants, faciles à boire, plus gourmands, là, des vins de fruits avec le Zweigelt. Et c'est ce que je trouve qui convient le mieux. Là. Et donc ça vient du Burgenland. Sur la carte tantôt, je ne sais pas si tu peux la montrer, Véro, le Burgenland complètement à l'est. Oui. Ça s'en vient. Complètement à l'est. Et donc, c'est la région où on trouve le plus de rouge autrichien, ce qui est normal parce que c'est là que le climat pannonien, le climat le plus chaud, qui nous vient de la Hongrie, de la plaine au sud. Le climat pannonien, exactement. Bon, c'est pas méditerranéen, mais il reste encore quelques influences méditerranéennes, ce qui fait que tout ce secteur-là est le plus chaud de l'Autriche et qui fait qu'on a plus de rouge. Puis on a aussi des liquoreux et tout ça. Ce producteur-là est situé à Gols, donc un peu au nord-est du lac, mais pas tellement loin de la rive. Et ça, c'est un lac quand même qui est très important d'un point de vue climatique. Tu me corriges, Véro, Nialsidlersi, qu'on va le prononcer, le lac? Neusiedlersee. Ah, merci. Bon, parfait. Donc, ce lac-là, celui-là. Oui, Gols, exactement, c'est situé là. Merci, Véro. C'est dans l'appellation Neusiedlersee aussi, qui est pour le Zweigelt, là, quand on parle de la DAC. Donc, celui-ci, vu que c'est un assemblage de différents cépages, mais il se vend dans la région là, Burgenland. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé un peu de notes un peu réduit au départ à l'ouverture. Ouais. C'est une capsule à vis qui avait besoin d'air un peu. Et j'avais un peu de notes légèrement herbacées, même un peu de pyrazine, un peu poivron vert au départ. Ouais. Et là, c'est presque complètement disparu. Bon, il s'est réchauffé dans ma pièce, là. C'est de la grappe entière. C'est de la grappe entière? Je pense que c'est de la grappe entière, ce qui expliquerait l'aspect végétal un peu, là, surtout si on passe avec le millésime. Entière. Non? Oui, ça se peut, je ne sais pas. Mm-hmm. Le site de Pitte Noire est très particulier, c'est difficile de s'y retrouver un peu. Mais oui, ça se pourrait être de la grappe entière un peu. Je ne sais pas si c'est sur tous les cépages, des 3 cépages qu'on y retrouve. C'est un 2018. Donc, on en a parlé, hein, c'est une année compliquée, de record de chaleur. Par contre, là, je trouve que le producteur est loin d'être tombé dans les excès. On n'a pas beaucoup d'alcool. On a même un peu une petite note herbacée. Donc, probablement vendangétaux, pour aller chercher une belle fraîcheur. Moi, j'aime ça. Je trouve ça pour 17 $ et des poussières. Beau rapport qualité-prix, là. Je serais curieuse de savoir si l'addition du Merlot, en effet, est due au millésime 2018 et puis à la chaleur. Je suppose que Merlot est un petit peu plus late ripening hein, que Zweigelt, je ne sais pas. Mais en fait, moi le Zweigelt, j'ai un amour infini pour le Zweigelt. C'est le vin glouglou. Comme tu disais, Alain, la période où on essayait de mettre du Zweigelt dans le bois ou faire de l'élevage, pas très fan. Je trouve que c'est un cépage qui est à traiter comme du gamay. Absolument d'accord. Et on peut faire des grands Zweigelt, dans le style d'un cru Beaujolais. Mais définitivement, moi, un cépage que j'aime beaucoup. Et puis encore, 12,5, hein, je pense, le petit. Oui, je pense. Oui, 12,5. Ah oui, mais il y a une belle buvabilité. Il y a plusieurs personnes qui nous ont fait remarquer que sur la fiche, le prix indiqué n'est pas le bon. C'est bien 17,95 le petit. Quand on parle de beau, bon, pas cher, c'est pas 33$, c'est 17,95. Moi, c'est même un vin que j'avais ça j'avais sélectionné pour Air Canada. C'est stable, hein, aussi. C'est hyper stable. Ça se garde bien sur 2-3 jours ouvert pour faire au verre. Pitte Noire, c'est le fun parce qu'il nous propose beaucoup de vins à des prix très, très abordables. Oui, Vincent? Ben, c'est Clariane qui posait la question sur les rouges, sur la capacité de vieillissement. Il disait que lui, il avait un 2012. Là, bien évidemment, on goûte une cuvée d'entrée de gamme avec Twist Cap, mais si je ne me trompe pas, en SAQ, on a une cuvée un peu plus haut de gamme avec Bouchon. Fait que je ne sais pas, il posait la question à Alain, en fait, de savoir s'il y avait des commentaires là-dessus. Pour le Zweigelt, honnêtement, bon, dans l'idée que justement, c'est des vins glouglou, des vins de soif, je pense que c'est plus fait pour être consommé en jeunesse.
si on regarde ça dans un sens large, bon, pour me faire plaisir, il y a 2 jours, j'ai bu un Saint-Laurent Altenberg 2013, donc la grande cuvée de Saint-Laurent de Pied Noir, qui est un excellent producteur de Saint-Laurent. C'est un cépage compliqué qui est pas facile à cultiver, qui donne beaucoup de sueur froide aux producteurs. Ils sont pas beaucoup à le travailler. Et là, c'était vraiment très, très beau et encore d'une grande jeunesse, mais tout en légèreté, un peu comme ça, là. Les blancs Frankish, dépendant de comment ils sont vinifiés, ont peut-être le plus long, mais je vais laisser ça à Véro, le plus long potentiel de vieillissement, à mon avis, dans les rouges. Ça, oui, on peut le garder, mais pourquoi? Tu sais, ça se boit comme ça. Encore une fois, je pense à comprendre un peu comme un gamay au niveau de ses moments de consommation, ses potentiels de garde. Donc, pas dire que ça ne peut pas vieillir, mais ouais, beaucoup de vins plus approchables en jeunesse. Moi, ce que j'aime dans le Zweigelt, c'est cet éclat fruité qui fait que c'est bon là, tout de suite. Et peu tannique aussi. Saint-Laurent, tu as fait allusion à ces difficultés de cultiver. On le compare souvent au pinot noir. C'est pas seulement pour son profil organoleptique, mais aussi pour ses difficultés au niveau de la viticulture. On avait une petite question, une dernière, parce qu'on a parlé de rigueur, puis Véro, toi, tu es revenu là-dessus, fait que c'est peut-être plus à toi de répondre, mais tu as dit plusieurs fois le mot rigueur, puis quelqu'un nous demande sur le chat qu'est-ce qu'on entend exactement par ça. Commencer. De faire les choses comme il faut. De rigueur, un exemple un peu comme je disais au tout début, il y a des gens qui vont se lancer dans un style de vin ou des méthodes culturelles parce que c'est à la mode, sans ni réelle conviction, ni réelle recherche. On le sait, je pense que la leçon numéro 1 dans le monde du vin, on ne peut pas prendre une recette qui marche quelque part et l'appliquer de façon indiscriminatoire partout ailleurs. C'est toujours une question d'observation de nos conditions, de notre terroir, de notre climat. Et donc, ça prend une rigueur. Vous savez, cultiver de la vigne, je veux dire, planter de la vigne avant qu'elle donne des fruits, cueillir du raisin avant que ça donne un vin, c'est pas des résultats qui sont du jour au lendemain. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de rigueur, c'est-à-dire de travail, d'investigation, de recherche, d'observation de son terroir pour mener les choses à bien. Donc, pas faire les choses comme ça sur un coup de tête parce que c'est à la mode, parce que ça marche bien aux États-Unis ou je ne sais quoi, mais de le faire de façon très réfléchie, très recherchée, documentée. Et il y a beaucoup d'associations en Autriche, hein? Il y a Panobile dans le Burgenland, il y a les Traditionsweingüte pour Kremstal. OTW, oui. Oui, merci, c'est plus court. Donc, beaucoup d'organisations comme ça, d'associations de vignerons qui se rassemblent pour partager leurs expériences, parce que justement, il y a ce souci de faire les choses comme il faut. Donc, je pense que c'est ça qu'on veut dire par rigueur, la rigueur dans le travail, dans la démarche. Moi, je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que le fait que le vignoble soit si morcelé avec des si petites parcelles, forcément, ça t'aide à avoir une attention particulière à ton travail. Je veux dire, la superficie est moins grande, ils sont beaucoup plus près de ce qu'ils font. Puis aussi, tout historiquement, avec les différents scandales qu'on connaît, je veux dire, ils n'ont pas le choix de montrer une rigueur beaucoup plus élevée que la moyenne des standards, je pense, pour justement se repositionner de façon intéressante sur le marché, là. Déjà, c'est 1% du vignoble mondial, l'Autriche, c'est tout petit, là. Il fallait vraiment qu'ils soient vraiment des champions là, pour se remettre d'un scandale, là. C'est drôle que tu mentionnes ça, Véronique. Nadia Fournier le mentionnait justement dans les commentaires que justement la rigueur aussi qu'ont eu les vignerons, qu'a eu toute l'industrie de se relever de cet incident moins que glorieux là, des années 80. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est probablement un des pays où le niveau de qualité est le plus élevé ou le plus... en tout cas, bref, ça menait qu'à du bon aujourd'hui pour notre bénéfice. Véro? Non. Ben moi, j'ai vraiment la chance de vous parler du super Blaufränkisch. Tout le monde en parle depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous parler du vignoble Straka, qui, je ne sais pas si tu peux montrer, Véro, l'étiquette.
Donc, Straka est une propriété familiale. Donc, en fait, moi, j'ai choisi cette zone-là. Pardon, Véro, Oui? excuse-moi, faites-moi signe ceux qui écoutent dans les commentaires. Si jamais vous n'entendez pas Véronique très bien, moi, je ne l'entends pas très bien, mais peut-être juste plus t'approcher du… OK. Moi, je l'entends moi, bien, oui. Tu m'entends bien? Parfait. Ben moi, en fait, l'idée de choisir le choix du vin, c'est parce que j'ai goûté pour la première fois un Eisenberg de chez Vacter Wissler l'été passé et j'ai vraiment adoré ce vin-là. C'est un DAC réserve. Puis je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne trouve pas de vin de cette région-là plus que ça au Québec? Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont importés, si on en parlait avec Alain. Puis vraiment, il y a un potentiel pour le Blanc-Frankish dans cette zone-là qui est toute petite. Là. C'est quoi? C'est 515 hectares plantés, toutes variétés confondues. Il y a peut-être 180 hectares de Blanc-Frankish tout au plus, avec la plus grande concentration près d'Eisenberg, où est-ce qu'on va avoir à peu près 100 hectares de vignes. Je me disais, comment ça se fait qu'on ne retrouve pas plus ces vins-là? Écoute, c'était d'une grande finesse, d'une grande élégance. Puis pour la carte des vins, c'était extraordinaire. Tu sais, vraiment des vins vraiment admirables pour travailler à table. Donc, ce producteur-là, pour revenir un peu sur Straka, lui, il est situé au nord de l'appellation. Donc, on a toujours un peu la même situation que le Burgenland. On est à l'est, on va avoir la Hongrie. On va avoir au sud-ouest, on va avoir la Styrie et toujours donc la fin des Alpes là, qui va amener une présence continentale fraîche qui va être vraiment marquée. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Eisenberg, qui est le DAC, qui est aussi le nom d'un village où est-ce que je vous disais, on retrouve la plus grande concentration de Blanc-Frankish dans ce coin-là. Et le vignoble de Straka il est en fait au nord, tout à fait au nord, le village qui débute l'appellation qui s'appelle Recknitz. Tu me corriges, Véro, si je ne dis pas la bonne chose. Donc, Recknitz, qui est un vignoble qui est planté en assez haute altitude, puisqu'on a une montagne qui est la plus haute du Burgenland qui s'appelle le Geschribestein. Donc, les vignes vont être sur le contrefort du Geschribestein chez Straka. On va avoir les Blanc-Frankish à peu près à 350 mètres d'altitude, puis une assez bonne proportion chez lui. En fait, il fait plus de blanc, ce producteur-là. Il fait du Welsch Riesling. Il est vraiment fier du Welsch Riesling. Donc, dans cette zone de production-là, c'est intéressant de voir que quand même, il y a 60 de rouge, puis on a un gros 40 de vin blanc, surtout à base, c'est ça, du Welsch Riesling, un peu de Chardonnay, un peu de Pinot blanc. Au niveau des sols, ce que j'ai appris en faisant ma recherche là-dessus, c'est qu'on a des sols vraiment spécifiques de schiste, d'argile ferrugineuse, qui vont vraiment donner au Blanc-Frankish une note minérale. Je sais qu'on ne parle plus de minéralité dans le vin ou très peu, là, mais ça reste que, bon, je n'ai pas d'autres mots pour le définir, c'est fumé, il y a une belle salinité. Les vins du Nord vont être plus frais que les vins d'Eisenberg. Et puis au sud, là, on va avoir des vins vraiment un petit peu plus opulents, avec un petit peu moins de définition. Je ne sais pas ce que vous pensez du vin. Moi, par rapport au premier Eisenberg que j'ai goûté, je trouve qu'il y a une fraîcheur qui est beaucoup marquée. Donc, probablement parce qu'on le retrouve près de Recknitz, là, qui est un climat un petit peu plus frais que ce qu'on retrouve où est-ce que le producteur Vacter Wissler est placé. Moi aussi, je trouve ça assez vivace. Là. Bon, Eisenberg, c'est souvent, en théorie, par les terroirs, les Blanc-Frankish les plus tendus, si on peut, les plus vifs, les plus nerveux. Puis même sur les villages d'Eisenberg, là, où c'est effectivement un peu plus… Au Deutsch-Süßneins va faire des vins encore un peu plus puissants que le village d'Eisenberg. Mais ici, moi, ce que j'aime encore de ce vin-là, au départ, on avait un peu de réduction. C'était très peu intense, c'est pas super cadré au départ. Et là, moi, il se fait quoi, 2-3 heures? Il est quoi? Ouais, il se fait presque 3 heures qu'il est ouvert. Exact. Il est pas mal supérieur en ce moment. Mais là, c'est un classique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça. Ça, c'est un classique. Il y a deux niveaux de qualité. Il y a le classique qui réserve pour le Eisenberg. Donc, le classique, c'est juste un an d'élevage. Habituellement, c'est inox parce que ce qu'il faut comprendre dans cette région-là, c'est que c'est pas connu, pas pour rien. Le vignoble est vraiment particulièrement morcelé dans cette région-là. Là. On va avoir des vignes de des fois moins d'1 hectare. Un propriétaire va avoir des toutes petites parcelles. La majorité des vins sont vendus localement dans des petites tavernes. Il y a très, très peu de vignerons qui font de l'export là,
je pense que ceux qui ont revendiqué le DAC sont il y a quoi? Il y a 46 vignerons qui ont revendiqué le DAC pour l'instant. Le reste, c'est vraiment vendu localement. Pour la bonne raison, j'imagine que ça ne demande pas de trésorerie importante pour faire de l'élevage prolongé. Puis eux autres, ben, ils sont capables de faire une mise en marché relativement simple, générer un revenu pour le lieu, pour la commune. Donc, l'export n'a jamais été vraiment dans leur mœurs. L'idée de faire des grands vins de garde, des grands vins de qualité, ça n'a jamais été dans leur idée. Puis à partir du moment où le DAC a été mis en place, je pense que c'est 2010, la première mise en marché, des 2008 pour les réserves, puis 2009 pour les classiques, là, on a vu comme un engouement puis une fierté des producteurs pour essayer de faire des vins un petit peu plus intéressants, avec un petit peu plus de corps et de profondeur. Mais ça reste qu'un potentiel. Il y a vraiment et au niveau climatique, encore avec les climats continentaux, un climat continental avec un bel écart thermique dans la journée pour le blanc frankish, tout est indiqué pour faire du vin de qualité dans cette région-là, là, vraiment. Je pense que Vincent voulait ajouter? Oui. Ben, je me souviens pas par cœur, là, les niveaux de soufre de SO2 sur Straka, il me semble que c'est assez bas. C'est relativement bas. Je pense qu'au total, je pourrais pas te dire, j'ai pas vu la fiche analytique. Là. Ben, en fait, c'est mon impression, puis il me semble que c'est l'info que j'ai à quelque part dans mon cerveau. Puis je voulais faire un lien avec Malinga. On a peut-être 2 des producteurs ici qui sont le plus près vraiment du mouvement nature. S'ils en font partie ou pas, ça c'est autre chose. Mais sur les niveaux de SO2, puis ce que je trouve beau, c'est, pour faire un lien avec la rigueur, c'est des vins d'une grande précision, des vins justement qui se bonifient avec l'oxygène plutôt que de s'écraser. Je pense que c'est beaucoup aussi ce que la demande pour le vin nature est en train de devenir. Nicolas, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Vous roulez au 20-20-20 une quantité incroyable de vin au verre. Vous ne pouvez pas avoir des vins qui meurent après 45 minutes. Puis c'est peut-être pour ça qu'à Montréal, par exemple, sur un nombre de cartes des vins à droite, à gauche et ailleurs au Québec, mais vraiment Montréal, c'est exceptionnel, le nombre de références autrichiennes qui se retrouvent sur ces cartes de vin-là, et même au verre pour des trucs nature, parce que c'est précis, c'est plaisant, il y a du fruit, il n'y a pas trop d'alcool, ça suit vraiment, en fait, ça répond à cette nouvelle tendance-là, je pense. Mais tu as des acidités marquées qui aident aussi à préserver le vin. Là. Il y a vraiment, moi, j'ai travaillé des vins au verre au Pullman pendant des années, des vins nature, pas nature, puis j'ai un peu lancé cette affaire-là à mon époque de vieille. Mais je peux dire que j'ai vraiment eu beaucoup de vins autrichiens, toujours au verre, justement pour ça, parce que... Puis on est chanceux, on a un marché qui a une ouverture aussi pour ça. Hein. On a une grande ouverture pour les vins autrichiens, les vins nature aussi, bien entendu. Là. Mais moi, ça me fascine de voir. Je suis contente de goûter un vin justement plus au nord de l'appellation et de goûter un vin plus au sud parce qu'on a vraiment... ça fait du sens pour moi. Les facteurs de qualité font du sens. Donc, beaucoup plus d'acidité sur ce vin-là que celui... N'oubliez pas quand Véro parle de nord et de sud de l'appellation, on est dans l'appellation d'Eisenberg. Exact, hein, Eisenberg. Qui est au sud du Burgenland. Hein, exact, pour nous, là, dans notre temps, quand on apprenait, c'était le Südburgenland, c'était pas Eisenberg. C'est ça. Mais c'est un peu plus frais que le reste du Burgenland, comme climat, juste un peu. Même si c'est sur la frontière directe hongroise, là. C'est un peu plus frais. Émilie Campo, qui nous suit aussi, qui ne peut pas être là, mais qui nous suit d'Autriche, d'Hongrie, qui dit que les Welsch Riesling de Straka sont dada. Magnifiques. Ouais. Vincent, Alain les a mentionnés tout à l'heure. Hein, le Welsch Riesling, on en a à peine parlé, mais c'est un cépage très, très important. Je pense le 2e en surface après le Gruner. Plus que le Riesling, oui. Beaucoup plus que le Riesling, oui. Et encore un de ces cépages qu'on avait tendance à repousser du revers de la main, c'est pas un cépage pas très noble. On peut faire des très, très bonnes choses, encore une fois, quand c'est bien fait, bien cultivé dans les bons terroirs. Et un des grands cépages pour les vins liquoreux, entre autres, dans la région du Neusiedler-See. On a encore un vin à goûter. Donc, on va terminer avec Vincent, notre dernier vin. Et là, exactement. Donc, avec moi, on passe à Mein Klein. Ça tombe bien parce qu'on a quand même parlé beaucoup de Burgenland. Donc,
moi, ça me permet de parler un petit peu plus de qui ils sont. C'est un projet qui est très beau, qui est très noble. Puis déjà, je veux faire un lien, encore une fois, avec le vin nature. Ça, c'est un vin qui ne voit aucun SO2. Par expérience, c'est un vin qui, des fois, à son arrivée au Québec, peut avoir été un petit peu troublé par le transport. Moi, souvent, quand j'en achète, je les garde dans mon cellier à bonne température pendant 6 à 12 mois et vraiment, le vin retrouve un équilibre vraiment fantastique. Donc, c'est un vin de macération, c'est un pinot gris de macération, d'où sa couleur, surtout sur ce millésime-là, 2019, qui est vraiment plus sur des teintes rosées, vraiment, ou sinon un orange éclatant, alors que sur des millésimes précédents, on pouvait plus ou moins des fois reconnaître la couleur du pinot gris, c'était vraiment plus sur les teintes d'orange. Et c'est ça, c'est que c'est vraiment un vin qui se bonifie légèrement après un temps, il se remet du transport. L'acidité volatile, des fois un petit peu marquée, qui peut venir avec une macération pelliculaire, s'intègre. Donc, assez parlé du vin pour moi parce que je pense que c'est vraiment au niveau de qu'est-ce que Mein Klein. Donc, c'est un domaine familial qui s'est établi surtout à la sortie du communisme. On parlait de 40 hectares au début avec le projet que ça devienne 100 hectares et aujourd'hui, c'est 2000. Mais on parle plutôt de 70 hectares de vignes. Donc, c'est comprendre qu'on n'a pas cette impression de monoculture quand on est chez Mein Klein. Je le dis tout de suite, je les ai pas visités. Je suis passé par Pamhagen en voiture, mais je me suis pas arrêté. On s'en allait plutôt chez Judith Beck. Mais donc, on faisait la blague en voiture. Les terres sont tellement fertiles dans ce côté-là est du lac Nieuwsiedlersee. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, j'ai essayé, Véro, mais donc ces terres seraient tellement fertiles que faites attention si vous échappez un trognon de pomme, ça se peut qu'un pommier pousse par accident. Donc, c'était avant un terrain marécageux qu'on a drainé, qui donc explique peut-être une partie de cette fertilité-là. Et comme je disais, la biodiversité est au cœur de Mein Klein. Donc, eux, ils sont en biodynamie. La biodynamie, quand même, Rudolf Steiner, le père philosophique, était autrichien, donc lui qui a fait la plupart de ses avancées dans la première moitié du 20e siècle. Et donc, on a tout cet effort de travailler avec les plantes du domaine, de faire des décoctions, des tisanes pour renforcer la vigne, d'où encore une fois la notion de biodiversité pour avoir moins besoin de soufre et de cuivre que ce qui est permis dans le bio. La proportion de domaines biologiques en Autriche est assez élevée. On parle de 13% de toute la superficie de vignes plantées. Alors que si on compare avec la France, par exemple, qu'on va aussi dire que c'est souvent un endroit où le bio est avancé, bien, la France, c'est plutôt 8% sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit quand même ce souci de qualité, puis je reviens là-dessus, le souci de rigueur des Autrichiens, je pense, passe par l'agriculture, beaucoup. On va faire le vin à la vigne plutôt que de le faire au chai. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup et qui explique, je pense, la qualité de ce qu'on a au verre. Donc, eux, je trouve qu'ils représentent aussi beaucoup la diversité des cépages qu'on peut avoir en Autriche, c'est-à-dire que ils en ont vraiment une multitude. J'ai essayé de toutes les noter, mais vraiment comme c'est une longue liste exhaustive. Donc, à part ceux qu'on connaît, donc de Welschriesling, de Saint-Laurent, du Zweigel, de Blafränkisch, on a aussi donc du Pinot Gris, du Grauburgunder, il n'y a pas de Spätburgunder, mais il y a du Weissburgunder. On a les déclinaisons de Traminer, donc Gelbert Traminer, Gewürz Traminer. On a des cépages hongrois, donc mon hongrois est vraiment une qualité minable. Donc, je vais le lire genre en français, Ars Leveleliu et Youfar. Archlevelou. Archlevelou. Et c'est sûr que je vais les voix par Émilie après pour ça. Donc, c'est vraiment ça, en fait. On a même des pommiers, on fait des macérations, pommes raisins, on fait des pétnates. Je trouve que c'est vraiment un bel icône. C'est des vins qui rentrent à la SAQ. Oui, exactement. La bière aussi, c'est des vins qui rentrent à la SAQ de plus en plus en grand volume, de différentes qualités. On a même la grande cuvée de Konkret Weiss, qui est de la macération de, excusez-moi, j'ai un petit blanc sur le cépage. Il me semble que c'est Weissburgunder. Et on fait ça en œuf béton pendant 12 mois. C'est quand même une grande cuvée, c'est tout ça, mais encore une fois, quelque chose à mettre en cave, de voir évoluer avec le temps. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du vin. Je pense que lui aussi s'est bonifié avec un petit peu d'ouverture. Certaines notes volatiles se sont légèrement estompées.
Mais déjà, juste emmener quelques questions dans le Burgenland, hein, comme on dit, climat plus chaud, beaucoup de rouge, les vins liquoreux, mais aussi des cépages, plutôt que le Gruner ou le Riesling, il y en a aussi beaucoup, mais on va voir beaucoup les bourguignons, là, les pinots, le pinot blanc. Chardot. Chez Straka, il y a même des Chardot là aussi. Chardot aussi, il y en a pas mal quand même aussi en Autriche. Hein. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, ce que je trouve de ce genre de vin-là, le Gros Père Pinot Gris, c'est que c'est des super vins pour certains plats. Des plats que des fois, en sommellerie ou en accord mets et vins, on est ambivalent. La pieuvre, le veau, le porc, certains poulets, certaines volailles. On a une légère structure tannique en fin de bouche que je trouve que, bon, c'est des vins qui peuvent dérouter, mais c'est des très beaux vins de table pour accompagner une grande diversité de mets que des fois, on est en deux, on prend un rouge, on prend un blanc. Les vins blancs de macération, ils s'y prêtent très bien, ça. Vincent? J'allais dire, avec les purées aussi, des fois, au lieu de faire l'accord, disons, avec la protéine ou le légume qui est à côté, si on a une purée de fèves en dessous qui a une certaine texture, d'aller chercher justement ce tanin-là, cette excusez-moi l'anglicisme, mais cette grip, de venir s'accrocher à ça, ou peut-être même une sauce un peu intense, un peu particulière, une sauce pollen, par exemple. Je pense que les vins de macération, justement, dans ce style-là, viennent vraiment combler le trou, comme tu disais, Alain, tu sais, de oh merde, on fait un blanc, on fait un rouge, puis là, bingo, on a un vin de macération. Et encore une fois, avec ça. parce qu'on le sait avec les vins oranges, moi, des fois, je m'arrache les cheveux quand je vois les prix. Hein. On a une trentaine de dollars, alors qu'il y a plein de vins oranges de qualité semblable qui sont 50 dollars. Je sais que des fois, des gens vont faire des commentaires, soit sur certains. Il n'y a rien de très, très gros en Autriche, on l'a déjà mentionné, hein, mais des Heinrich, des Pittenauer, des Mein Klang, qui ont un vignoble conséquent, qui sont capables de faire du volume, qui travaillent hyper bien, qui travaillent avec cette rigueur-là, avec cette ouverture d'esprit, de travailler de façon la plus naturelle possible. Bring it on, là, des gros, je mets ça entre très gros guillemets, c'est pas très gros par rapport à d'autres structures dans le monde du vin, mais qui font bouger les choses, qui vont de l'avant, qui ont cet esprit ouvert, explorateur, mais toujours rigoureux. Moi, je trouve que c'est une entreprise exemplaire, Mein Klang, pour justement, une locomotive qui va aider à tirer les choses vers le haut. On a parlé un petit peu je vais revenir sur un commentaire on a beaucoup parlé des DAC, hein, Émilie Campo soulevait le point que est-ce que ça a le même côté, je ne sais pas si c'est le mot qu'elle a employé, ouais, castrateur, que les AOC de cette espèce de... Mais c'est pas tous, hein, j'en ai pas mentionné. Émilie fait mention au Steiermark qui inclut beaucoup de cépages dans... Mais c'est pareil dans le Wachau, hein, le Riedwein dans le Wachau, donc les lieux-dits sont réservés au Gruner et au Riesling, mais dans les vins régionaux et les vins de village, il y a 14, une bonne dizaine de cépages qui sont admis, des Neuburger super cool dans le Wachau. Et donc, il y a quand même, c'est peut-être moins, je pense qu'on veut mettre de l'avant ce qu'on appelle des classiques, on sait ce que fait la réputation d'une région, est-ce qu'ils sont considérés comme les grands vins, peut-être. Je comprends tout à fait le point de vue d'Émilie. C'est le pour et le contre, hein, du système des appellations. Mais on voit les nouvelles DAC, comme celle du Wachau, qui fait vraiment de la place à beaucoup de cépages, mais qui sont inscrits dans l'histoire de la région, puis à beaucoup de méthodes culturelles. On a parlé, Vincent, tu l'as mentionné en parlant du Graupert, là, puis on dépasse, mais... J'espère que vous amusez. Le Mein Klang, le Graupert, le vin orange, cette capacité-là à table, mais je l'étendrai, puis ça, c'est particulier aux vins de macération pelliculaire qui, en effet, moi, je trouve qu'ils ont une place très, très spéciale à table avec les légumes, entre autres, et beaucoup les légumes amers, les légumes racines aussi, les pulses, là, les lentilles et compagnie. Mais je dirais la même chose. Les mets végétariens. Le Gruner a une place vraiment magique à table
it's its own thing. Hein? Quand je parlais au début d'identité propre pour l'Autriche, mais aussi pour ses vins. Et le Gruner, avec son espèce de caractère un peu plus végétal, mais je dis ça de façon très positive, est aussi super matable avec une cuisine qui est axée sur les légumes. Et beaucoup aussi d'épices, certaines épices orientales, mais il y a plein d'endroits où on ne saurait pas où quoi mettre, où un Gruner marche très, très bien. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter à ça. Parfaitement d'accord avec ça. Ouais. Tout à fait. Vraiment, parfaitement d'accord. Tout ce qui est même justement... Ben moi, je pense entre autres au vin de 7 mystères dans le Steiermark. Pardon? Donc, dans le Steiermark, on a ce chardonnay, puis ce Sauvignon, Morillon, en fait, qu'on voulait dire par chardonnay, qui ont un côté qui n'a rien à voir à ce qu'on peut reconnaître d'ailleurs, un côté vert, mais vraiment là, pas végétal. Là. C'est des notes, encore une fois, de chlorophylle et qui, je trouve, avec des plats de légumes, ça devient comme des alliés exceptionnels. Je pense entre autres à l'asperge, qui est des fois un peu difficile à jouer en accord, mais il y a des c'est ça, il y a des variations de sol. Donc, justement, cette mystère qui travaille sur des sols de Hopok, qui sont en fait des argiles limoneuses, si je ne me trompe pas, non, silteuses, et qui confèrent un caractère vraiment à ces cépages-là qui est unique. Et qui, là, on pourrait dire, ah oui, vous me servez un Sauvignon à table, vraiment, ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas, je connais trop ce cépage-là. Et là, pouf, la surprise, un caractère, une personnalité qu'on ne connaissait pas de ce cépage-là. Il y avait une dernière petite question. Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Quelqu'un mentionne Jonathan Panfili, qui dit que le grand-père, depuis 2-3 dernières années, a changé. S'il se demande c'est dû à quoi. Je ne me rappelle pas vivement là, je dirais tout simplement que c'est parce que Mein Klang évolue avec les saisons et les millésimes qui sont différents, que les temps de macération, les maturités des cépages peuvent changer. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse plus précise. Pas moi. Ça n'a pas mis fait le goût. Je ne sais pas, au niveau des vinifications, peut-être l'effet millésime, mais je ne peux pas dire. Ça doit vraiment être une question d'amertume phénolique, dans le sens que, tu sais, s'il y a peut-être une certaine... Tu sais, on a voulu vendanger pour une question d'alcool, de taux de sucre dans le raisin, puis que finalement, il y a quelque chose qui ne marche pas à 100% avec le tanin ou peut-être le pépin. Je pense que c'est vraiment le vinificateur peut être à l'écoute de son raisin puis se dire cette année, ça ne marchera pas faire 3 semaines de macération versus sur telle autre année, justement, on pourrait faire 2 mois parce qu'il y a toute la matière à aller chercher en macération. Je pense que c'est une question de style, peut-être d'exploration, peut-être que chez des gens comme chez Mein Klang qui ne suivent pas une recette, qui ne suivent pas un guide, on va faire ça comme ça chaque année, mais plutôt être à l'écoute du raisin puis d'essayer de traduire le millésime dans une bouteille. Je pense que ça peut expliquer pourquoi on adapte les styles de vinification. Je sens sur lui, moi, quand j'ai mis le nez dedans, vous vous rappelez, je sentais vraiment le côté pinot gris, le côté très pêche, presque mielé. C'est 2019, c'est peut-être une année plus chaude où on allait chercher ce côté-là du pinot gris qui est très riche et mielé. Je pense qu'il va falloir malheureusement qu'on termine, mais il y a eu des commentaires super le fun sur les accords. Puis c'est le fun de voir comment ça allume les gens du métier. Élise Lambert qui me disait vin orange et salade de courge butternut. Donc, on va rechercher le côté des légumes racines. Émilie encore Campo qui a dit sauvignon et asperges et huile de graines de citrouille. Bon, mais là, c'est un accord styrien. On est carrément dans le Steiermark là, avec le sauvignon blanc, les citrouilles. C'est 2 des produits principaux de la styrie. Mais voilà, il y a tout un monde encore à explorer. On a malheureusement juste fait un survol. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a allumé, que ça vous a... vous avez appris un petit peu, puis surtout que ça vous a donné envie d'explorer plus. Moi, j'ai vraiment, là, je me vis Vinum 2021, mon agenda, mais on ne pouvait pas évidemment parler de tout. On s'est concentré sur les vins. Il y a une culture la culture est une partie intégrante de l'Autriche, ses paysages historiques, les monastères, les châteaux, la gastronomie, l'art. L'art est partout. C'est vraiment un pays qui
où on en prend plein les sens. Donc voilà, c'était une petite exploration aujourd'hui. Merci à tout le panel. Je pense qu'on a perdu Véro. Merci Véro, Alain, Vincent, Nicolas. Merci à tous. Puis merci à tous ceux qui nous ont suivis pour vos commentaires, votre participation. Et puis, mon verre est presque vide, je vais aller remplir. Prost! Prost! Prost!